Hey, moi c'est Justine et on se retrouve pour un nouvel épisode de La Causerie, des conversations qui commencent quelque part et finissent ailleurs. Pendant des années, on m'a dit que c'était dans ma tête. Pendant des années, on m'a dit qu'il n'y avait rien. Et j'ai fini par croire que j'étais folle. Aujourd'hui, on va parler des menstruations et de l'enfer de l'endométriose. Je veux parler de cette maladie parce que c'est une maladie qui m'a beaucoup impactée et qui m'impacte encore beaucoup au quotidien. C'est une maladie qui touche une personne sur 10 en âge d'être menstruée et ça représente environ 190 millions de femmes. Pourtant, c'est une maladie qui est encore vraiment bien trop méconnue. Donc moi, je suis pas médecin. Aujourd'hui, je veux juste vous parler de mon expérience parce que je pense que c'est important d'en apprendre sur l'endométriose et surtout, c'est un sujet qui nous concerne tous. J'ai prévu mon petit plan parce qu'honnêtement, je veux pas oublier certains éléments de l'histoire et je vais pas vous mentir, j'espère que je vais pas trop pleurer dans cet épisode parce qu'en préparant cet épisode, j'ai eu plus d'une fois les larmes aux yeux. Parce que je crois que je me rendais pas compte d'à quel point je revenais de loin et d'à quel point vraiment les règles m'ont gâché des années et des années. Mais vraiment, mes règles m'ont gâché ma vie pendant trop longtemps. Aujourd'hui, on innove, on va faire des chapitres. Donc, le premier chapitre, c'est mes premières règles. Moi, j'ai eu mes règles environ à 13 ans, quand j'étais en 5e. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai eu mes règles, le soir, j'allais en section basket. Et je me suis rendu compte que j'avais du sang dans ma culotte, quoi. Donc, j'ai mis du papier et je suis rentrée chez moi. Et à ce moment-là, il n'y avait que mon frère. Donc je l'ai pas dit, je savais où il y avait des serviettes dans la maison, donc je suis allée mettre une serviette, j'étais très au courant de ce que c'était. J'ai une grande sœur et chez moi on parlait de ça, voilà quoi, sans tabou. Et du coup, je l'ai dit à ma mère, et la première chose que ma mère m'a dite, c'est « Oh, mais c'est super, félicitations, c'est une super bonne chose, ça montre que tu grandis, que tu es en bonne santé, et que petit à petit, tu deviens une femme, donc c'est super. » Et elle me dit « Est-ce que je peux le dire aux membres de la famille, quoi ?» Et toute joyeuse, elle est allée voir tout le monde, mon père et mes frères, parce que ma sœur, elle vivait plus là à l'époque. Et a dit Justine elle a ses règles, et c'était genre c'est un événement, c'était trop rigolo. Du coup ça lançait bien ce truc de j'ai mes règles, et j'ai pas du tout vu ça comme quelque chose de négatif, j'ai juste vu ça comme quelque chose de chouette et qu'on pouvait un peu célébrer. J'ai tout de suite eu des règles hyper régulières, mais quand je dis régulières, c'était vraiment je savais limite à l'heure près quand est-ce que j'allais les avoir. C'était tous les temps de jour, je me souviens plus exactement combien c'était, mais c'était vraiment hyper régulier, et je savais qu'elles arrivaient vers 10h30 du matin. J'avais un petit peu mal au ventre avant, donc c'était facile pour moi de savoir quand est-ce qu'elles allaient arriver. Mais j'ai tout de suite eu des règles très abondantes. Et quand je vous dis très abondantes, c'est dans les jours où mon flux était le plus important. Parfois, je pouvais mettre des tampons et je devais les changer toutes les heures. Quand j'ai mes règles, la nuit, je dois mettre 2 serviettes hygiéniques. Parce que sinon, en fait, j'ai taché mes draps plein de fois parce que vraiment, j'ai un flux très, très, très important. Et ça, j'avoue que c'est quand même compliqué à gérer parce que à 13 ans, en vrai, t'es quand même un peu insouciante. Donc très vite, je me suis rendu compte que cette insouciance, j'y avais plus vraiment droit. D'autant plus que j'ai très vite eu des douleurs et donc je devais me charger toujours d'avoir un slip de rechange, d'avoir des protections quand même au cas où hygiéniques avec moi, d'avoir des médicaments. Et donc j'ai un peu l'impression qu'il y a cette part d'insouciance de l'enfance qui s'est envolée parce qu'il n'y avait plus le choix, quoi. Et comme moi, je savais pas ce qu'étaient les règles normales, même si je sais que l'expérience de ma mère et de ma sœur, c'est qu'elles n'avaient pas mal au ventre quand elles avaient leurs règles, je me suis toujours dit, ok, il y a des filles qui ont mal, donc ça doit être normal que moi, ça se passe comme ça, quoi. Et comme j'avais mal, j'ai commencé à prendre du Spasfon, puis après, ça ne suffisait pas, donc j'ai pris du Doliprane, puis après, ça ne suffisait pas, donc j'ai pris du Nurofen. Ça a fonctionné un petit moment, puis après, ça fonctionnait plus. Voilà. Et donc, c'est le moment où j'ai eu mes premiers rendez-vous médicaux. Moi, ce qui était trop bien, c'est que mes parents, ils ont très vite pris ça au sérieux. Enfin, en fait, littéralement, ils me voyaient en PLS tout le temps. Donc, au bout d'un moment, c'est difficile de faire « Non, Justine, t'as pas mal, prends sur toi ». Non, j'étais vraiment pliée en deux. Je pleurais quand j'avais mes règles. Ça m'a fait louper des cours, etc. Enfin, vraiment, j'avais super mal. Et donc, mes parents m'ont emmenée chez le médecin. Donc, j'y suis allée avec ma mère en 3e. Et la solution qu'on m'a donnée, c'est de prendre des hormones. Alors, je sais plus c'était quoi. Je crois pas que c'était une pilule microdosée, mais je crois que c'était soit la partie progestérone, soit la partie œstrogène, je sais plus. Mais en gros, c'était pour dire t'as pas vraiment une pilule,
mais en gros, on te donne des hormones pour que t'aies moins mal. Et moi, à cette époque-là, j'avais bien évidemment pas besoin de pilules. Avoir des rapports, c'était quelque chose qui me passait au-dessus, enfin que j'avais même pas en tête. Donc, sans trop savoir, j'ai pris les hormones et je crois que ça a fait un petit peu de bien, mais même pas tant que ça. Et surtout, le médecin m'a prescrit de l'Antadis. Et c'est là que ma vie a quand même un petit peu changé, puisque l'Antadis parvenait à gérer mes douleurs. Donc actuellement, le médicament que je prends encore quand j'ai des grosses crises, c'est de l'Antadis, même si j'ai des médicaments plus forts que j'évite de prendre. Donc ça veut dire que là, j'ai eu 28 ans. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai de l'Antadis dans mon corps. Enfin, vraiment, on en reparlera plus tard, mais il y a une période où je prenais de l'Antadis toutes les semaines, quoi. Enfin, vraiment, j'étais... donc, la chose à ne pas faire, évidemment, mais tellement j'avais mal, j'en prenais, et c'était la seule chose qui me soulageait. Et du coup, à 15-16 ans, je sais plus exactement, j'ai eu ma première écho pelvienne. Ma maman m'a emmenée à l'examen parce que j'avais encore toujours des douleurs, et ils ont rien trouvé, étonnamment. Ils ont rien trouvé, ils m'ont dit non, qu'il n'y avait pas d'anomalie, etc. Donc, voilà, moi je me suis dit j'ai passé un examen, c'est que ça doit aller. Et la vie a continué comme ça. Et il y a une fois, je m'en souviendrai toujours, j'ai longtemps vécu avec l'un de mes frères notamment. Et je sais plus quand est-ce que c'était, je crois que je reviens du collège, j'ai vraiment super mal, je vais aux toilettes. Je sais plus quand c'était, mais en tout cas c'était un moment où j'étais seule à la maison avec mon frère. Et vraiment, je me revois sur le sol devant les toilettes en disant « il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose ». Genre, j'ai trop mal, j'ai vraiment trop mal, je sais pas quoi faire. J'étais en pleurs et lui, il était désemparé. Si bien qu'on a réussi, je crois, à joindre ma mère qui était au travail. Mais vraiment, on était à ça d'appeler les pompiers et j'avais littéralement la sensation que j'allais mourir. Pour vous dire un peu, moi, ce que ça fait quand j'avais mes douleurs menstruelles, c'était... J'ai l'impression que j'ai une serviette mouillée dans le ventre et qu'on l'essore. Et qu'on l'essore de toutes ses forces. Et j'avais l'impression que ça se contractait et ça tournait comme ça dans mon ventre. Et franchement, c'était horrible. C'était horrible de chez horrible. Mais à cette époque-là, j'avais mal que pendant que j'avais mes règles. Donc, en vrai... ça allait. Même si des fois j'avais d'autres petites douleurs et que voilà, je pouvais prendre un Antadis, etc. Mais le gros des douleurs était concentré quand j'avais mes règles. Donc c'était quand même vivable. Et il y avait toujours ce truc qui était horrible, où tu parviens un peu à presque conditionner ton cerveau. Je me disais, à la fin de mes règles, non, mais en vrai, peut-être que c'était pas si pire que ça, peut-être que t'exagères, c'est vrai, peut-être que t'es pas résistante et tout. Mais c'est un truc que je me disais vraiment, c'est pas je me refais le film, j'avais vraiment ce truc de ok, peut-être que tu t'es trop plaint, peut-être qu'en vrai, c'était pas si pire que ça. Et la fois d'après, les premières douleurs, je me disais, mais si, en fait, c'est horrible de vivre ça. Et ouais, il y avait toujours ce truc de non mais en vrai peut-être que je suis pas dure au mal. Non mais en fait c'est horrible. Non mais en fait t'es pas dure au mal. Non c'est horrible. Un peu comme si ton cerveau oubliait à chaque fois la puissance de la douleur pour te permettre de réavoir tes règles encore une autre fois sans être au bout de ta vie quoi. Et puis les hormones que m'avait prescrit le médecin, comme je vous disais ça fonctionnait pas très bien. Donc j'ai commencé la vie sous pilule. Vraiment la vie sous pilule c'est un cercle sans fin. J'ai testé je pense 12 pilules, minimum. J'ai testé Minidrill que j'ai gardé pendant hyper longtemps. J'ai testé Lilou, j'ai testé Optilova. Ah, Cerazette, ça me dit quelque chose. J'ai testé l'Udéal, donc ça, je crois que c'était un générique de Minidrill. J'en ai testé tellement. Optimisette, évidemment, Sawis 1, Sawis 2, celle que j'ai actuellement, qui est Misolfa. Là, je suis dans Google Images, donc c'est peut-être pas le meilleur truc. Mais bref, j'ai testé vraiment plein de pilules. Et c'était toujours un peu le même scénario des médecins. Vous inquiétez pas, cette pilule-là, elle va fonctionner. On en reparlera, vous allez voir. Et bien évidemment, je revenais 3 mois ou 6 mois plus tard parce que oui, évidemment, quand tu testes une pilule, tu peux pas la tester une fois. Il faut que tu la testes au moins 3 mois, voire 6 mois. Donc, quand ça fonctionne pas, c'est 3 mois de cata ou 6 mois de cata, quoi.
Et moi, mon problème, et c'est ce que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est qu'on avait un souci pour m'arrêter mes règles. Ça veut dire que les pilules fonctionnaient au début, et puis il y avait forcément un moment où ça fonctionnait plus, et j'avais mes règles en continu. Et puis évidemment, les pilules permettaient d'avoir moins mal au début, et puis plus les semaines passaient, plus la douleur s'intensifiait. J'ai l'impression que vraiment, les médecins m'ont fait « Ah, mais vous devriez prendre ça ». Et je dis « Ben non, j'ai déjà testé, ça n'a pas fonctionné ». « Ah, ben vous devriez prendre ça, je comprends pas pourquoi mon confrère ou ma consoeur n'a pas pensé à vous donner ça ». J'ai dit si, j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas. Donc moi, vraiment, j'avais l'impression d'être la bêta-testeuse. Genre, on va tester ça, on verra, vous m'en direz des nouvelles. Puis moi, je passais 3 ou 6 mois à souffrir et parfois à avoir du coup mes règles non-stop. Et puis je revenais voir mon médecin en disant, ça n'a pas marché. Ah mince, je pensais vraiment que ça allait marcher. Bon, on va tester quelque chose d'autre. Et c'était ça, sans fin, sans fin, sans fin. Et du coup, en parallèle de tous ces problèmes de menstruation, j'ai dû gérer la vraie vie, le sport et les études. Et franchement, quand je regarde en arrière, je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas me blesser? Comment est-ce que j'ai fait pour tenir le coup? Comment c'est possible, en fait? Je vous jure que la douleur que ça procure, la vérité, je la souhaiterais même pas à mon pire ennemi, en fait, tellement j'ai eu mal. En gros, j'ai passé mon lycée, et puis après, je suis allée en études sup. Donc, je suis allée d'abord à Nantes, puis après à Rennes, puis après à Paris. Et vraiment, au fil de toutes ces années, les règles ont commencé à me pourrir la vie. Mais quand je vous disais me pourrir la vie, c'est que je le disais, je verbalisais, ça me pourrit la vie. Sauf que les gens, ils peuvent pas comprendre. Enfin, ils s'imaginent que t'as un petit peu mal, mais quand t'as pas vraiment mal au point de pleurer, au point d'être à terre, de te tordre de douleur, je pense que tu peux pas vraiment comprendre. C'était horrible. Et moi, ce que j'ai pas précisé, c'est que moi, mes règles de base, elles duraient 10 jours. Donc, déjà, il y a des personnes menstruées qui ont leurs règles qui durent 3 jours. Parfois, c'est 4-5 jours. Moi, de manière normale, c'était 10 jours. Dès le début, j'avais des règles qui duraient hyper longtemps. Donc, quand tes règles durent 10 jours, que t'as ton SPM, ton syndrome prémenstruel, dans le mois de 30 jours, il te reste pas beaucoup de journées où t'es bien, en fait. Où t'es en forme, où tout va bien. Donc les études, évidemment, c'est parfois rater des cours parce qu'en fait, t'es en PLS, t'en peux plus. Voilà, c'est envoyer un mail à ton prof, c'est demander à ton pote de prendre des notes pour le cours ou qu'il te passe ton cours parce qu'en fait, t'as raté des cours. Encore, quand j'étais au collège, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est juste parce que ça fait longtemps que c'était supportable, mais vraiment, c'était déjà presque invivable. Et puis évidemment, il y a le sport, donc il y a s'entraîner avec la douleur, les matchs avec la douleur, les déplacements quand t'as un flux abondant, comment est-ce que tu fais, la fatigue, tous les examens que tu dois pouvoir caler, etc. Enfin, l'enfer. Mais ce qui est trop cool, c'est que tous les coachs que j'ai eus, mais quand je vous dis tous les coachs, c'est vraiment tous les coachs que j'ai eus, ont été super vis-à-vis de ça. Il n'y a pas une fois où j'ai dû me justifier, il n'y a pas une fois où j'ai entendu allez Justine, donne-toi plus. Moi, il faut savoir que très vite, l'un de mes actes militants, c'est quand je vais acheter des serviettes hygiéniques, parce que des fois, en fait, je vais au magasin acheter que ça parce que j'en ai plus ou quoi. Mon acte militant, mon acte féministe, c'est de poser mon paquet de serviettes. Maintenant, j'utilise pratiquement plus de serviettes, mais voilà. Mais c'est de poser mon paquet de serviettes sur le tapis roulant devant le caissier ou la caissière, ou de le porter fièrement et pas ce truc de le cacher, parce qu'en fait, je souffre déjà suffisamment quand j'ai mes règles que je vais pas en plus de ça m'imposer de vous le cacher comme si je devais en avoir honte, en fait. Et cet état d'esprit, je l'ai aussi très vite eu dans ma vie de tous les jours, parce qu'en fait, ça m'handicapait tellement que dans tous les cas, je pouvais difficilement le cacher. Et surtout que, en fait, c'est beaucoup plus facile d'être honnête. C'est beaucoup plus facile d'être honnête et de dire, en fait, je suis KO, je vais faire au mieux, mais mon mieux d'aujourd'hui, c'est certainement pas mon mieux de tous les jours parce que juste, je ne peux pas fonctionner normalement. Et c'est ce que j'ai fait aussi dans le sport, parce que, littéralement, des fois, je me pliais de douleur. Et tous les coachs ont été super. Même les coachs hommes ont été super. Par exemple, à Fétia, je me rappelle très bien, je suis arrivée à Fétia, donc ma première année en Ligue 2, dans un peu la shape de ma vie. Évidemment, c'était difficile et je m'attendais pas aux 30 jours non-stop de prépa sportive, mais j'étais genre vraiment en forme, j'avais fait tout le programme, etc. Sauf que quand on fait la piste autour du terrain, je pense le premier jour, ou je sais pas, j'ai mes règles. Et moi, quand j'ai mes règles, quand je cours, ça va, j'ai pas mal, mais quand je m'arrête, j'ai l'impression que mon ventre va exploser. Et du coup, on court, donc déjà, je me tords un peu de douleur et tout. Et à un moment, je dis non, vraiment,
Enfin, là, je vais vomir, quoi. Je vais vomir. Je pars sur le côté, ça vient pas. Je recommence à courir et je pars un moment aux toilettes et je gerbe. Donc déjà, ça annonçait un peu la couleur. Vraiment, c'était cata de chez cata. Et je me rappelle aussi d'une fois à Fétia où j'arrive le matin, le coach, il me dit, ça va? Je dis, ouais, juste, je vais pas te mentir, j'ai quasiment pas dormi. J'ai eu super mal au ventre toute la nuit. Donc, franchement, c'est compliqué. Là, j'ai encore très mal au ventre. Et le coach, il me dit, OK, il y a pas de souci. Tu fais ce que tu peux. Il y a pas de problème. Et je commence à m'entraîner et en vrai, je pense que je devais avoir une tête horrible. Et je fais 2-3 actions, je suis à l'ouest, j'écoute pas les consignes, je suis pas concentrée, je suis fatiguée. Et le coach, il me dit, hey, Justine, allez hop, tu vas t'asseoir sur le banc, tu vas te blesser, ça sert à rien. Donc rentre chez toi, va te reposer. Et moi, je fais la fille, non, ok, je m'arrête, mais je vais rester là. Je sais plus, peut-être j'avais envie de faire des abdos ou je sais pas quoi, mais la folle du bus, matrixée au possible. Il me dit non, tu rentres chez toi. Et en vrai, c'était la meilleure chose à faire. Genre vraiment, cette fois-là, c'était la meilleure chose à faire. Je me serais forcément blessée. Enfin, vraiment, il y a aucun monde dans lequel je me serais pas fait mal parce que j'étais complètement ailleurs, quoi. Et dans les autres clubs, évidemment, c'était pareil. Et à Montbrison, c'est là où j'ai commencé à faire des examens. On en reparlera après. Mais pareil, la coach a été top. C'était des examens qui demandaient parfois de les prendre des mois et des mois à l'avance. Donc, j'avais pas le choix de choisir un créneau, un horaire ou quoi. Et j'ai jamais eu de soucis pour aller à des examens pour ça, pour voir des gynécos. Enfin, vraiment, tous mes coachs ont été hyper compréhensifs à ce sujet-là, quoi. Ce qui est terrible, c'est que t'en viens presque à avoir un peu ce sentiment de culpabilité parce que, en tout cas, surtout dans le basket professionnel, parce que, en fait, je suis payée pour performer et il y a toujours ce truc de à quel point mes règles m'impactent, à quel point je donne le meilleur de moi-même, à quel point en fait, c'est mes règles qui me limitent, c'est ma douleur qui me limite et en fait, je pourrais aller plus loin, à quel point ça impacte le groupe, le fait que je loupe un entraînement parce qu'en fait, je suis pas capable de fonctionner, etc. Et dans tous les clubs où je suis allée, comme je vous dis, moi, j'ai pas de tabou, hein. Donc, quand on me parle de est-ce que t'as des problèmes médicaux, etc. Non, j'ai pas de problèmes médicaux. Par contre, il y a quelque chose qui m'impacte beaucoup, c'est que je souffre d'endométriose, ou en tout cas, c'est que j'ai des règles très douloureuses parce que à l'époque, je savais pas que je souffrais d'endométriose. Et la partie la plus difficile, c'est quand je suis arrivée en banlieue parisienne et que on m'a fait tester Optimisette. Optimisette, c'était le seul nom de pilule dont j'entendais parler dans mon entourage proche, qui avait fonctionné pour, j'ai l'impression, toutes les filles qui avaient vraiment des douleurs de règles. Et c'est une pilule qu'on m'avait fait prendre en continu et le médecin m'avait vraiment dit, écoutez, ça va fonctionner, c'est sûr et certain. Et au début, j'essaye et je crois que ça fonctionne pendant 1 mois, 2 mois. Je la prends en continu pour ne plus avoir mes règles. Et au bout d'un moment, j'ai mes règles en continu. En continu. Et je crois qu'à ce moment-là, le médecin me dit non, mais continuez, il faut continuer encore un peu. Et je continue, et j'ai mes règles. Et au bout d'un moment, je rappelle et je dis mais en fait, c'est pas possible, j'ai tout le temps mes règles, j'en peux plus. J'étais à bout, j'étais épuisée. C'était en plus l'année où je jouais en N1, du coup, à Sannois-Saint-Gratien. En parallèle, j'ai fait mon premier semestre en distanciel en Erasmus via l'école polytechnique de Bruxelles et l'université libre de Bruxelles. Et mon deuxième semestre, je l'ai fait en stage chez Louis Vuitton à Agnières-sur-Seine. Quand tu es en cours et que tu dois louper un cours, à la rigueur, c'est toi et toi-même. Mais quand tu es en stage et que tu dois appeler ton maître de stage pour dire j'ai envie de crever, la seule chose dont j'ai besoin là tout de suite maintenant, c'est d'être allongée, d'être dans le noir, d'avoir une bouillotte sur le ventre, c'est pas la même DA. Quand t'as 22 piges, honnêtement, c'est quelque chose de très difficile à faire. Donc j'ai en plus dû prendre sur moi beaucoup plus que d'habitude parce que j'étais en stage et parce que je me voyais pas faire ça. C'était vraiment l'une des pires périodes niveau douleur menstruelle. Et donc à ce moment-là, je me dis ça fait longtemps que j'ai pas passé d'examen. En gros, on est en période post-Covid et je prends rendez-vous en banlieue parisienne pour passer une IRM. Et c'est, je crois, à ce jour, l'un des examens les plus traumatisants de toute ma vie entière. Je rentre dans la salle où je vais être examinée. C'est quand même très compliqué parce que c'est un examen que tu passes, t'es littéralement en soutif. Je sais même plus si j'avais une petite culotte, je crois même pas. T'es hyper vulnérable. À cette époque-là, du coup, je crois que j'ai 22 ans, je suis toute seule, j'ai mal, je souffre, j'ai dû réexpliquer encore une fois mon histoire et tout. Enfin bon, bref, je suis hyper vulnérable. Et là, je vais prendre mon téléphone carrément parce que je me rappelle, j'avais fait un thread sur Twitter, tellement j'étais choquée de ce qui s'est passé. Donc, je passe mon examen et du coup, j'avais un masque vu que c'était en période post-Covid. Et à la fin de l'IRM, la dame qui s'occupait de moi, qui était blanche de peau, ça a son importance dans l'histoire, me dit « Vous êtes de quelle origine? Sénégalaise ?»
Et je dis non, et je suis vraiment en mode, mais enfin, tu veux en venir où, quoi? Enfin, laisse-moi tranquille. Et elle me fait ah mince, raté. En ce moment, je m'amuse à deviner les origines des gens. Et elle était vraiment morte de rire, genre c'était vraiment son truc de oh, je vais essayer de faire ça. Donc évidemment, quand tu es face à quelqu'un qui tient ce genre de propos, tu as toujours envie de te dire ouais, la prochaine fois, je réagirai de cette manière. Et moi, j'ai toujours ce même état de sidération en mode ah ouais, tu viens vraiment de dire ça. Et je suis bouche bée et je me dis, mais waouh, la violence du truc que je viens de me prendre dans la tronche, quoi. Et du coup, je sais même plus ce que j'ai répondu. Et moi, j'étais vraiment en mode, mais déjà, tu t'amuses. Enfin, c'est pas drôle. C'est un moment, c'est vraiment un moment de vulnérabilité. C'est pas drôle. Et en plus, la dame, elle a ajouté, parce que souvent, les Sénégalaises comme vous, elles ont les traits fins et tout. Et j'avais envie de lui dire, mais j'ai un masque. Tu vois littéralement que la moitié de mon visage, même pas. Comment tu peux dire, comment tu peux dire ce genre de truc, quoi? Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que même dans le milieu médical, en fait, on ne pouvait pas être serein. Il fallait toujours rester fléchi. Parce que franchement, c'est une dinguerie avoir à subir ce genre de remarques, même dans le milieu médical. Quand tu es en sous-vêtements devant quelqu'un, c'est lunaire, de chez lunaire. Donc le rendez-vous se passe et j'ai le médecin au téléphone, je sais pas pourquoi il m'avait appelé ou si c'est moi qui l'avais appelé, enfin je sais plus, et qui me dit bon bah voilà madame, vous n'avez rien. Puis je dis bah vous n'avez rien. Il me fait non enfin il y a rien, vous n'avez rien quoi. Et je lui dis mais attendez monsieur, enfin c'est pas possible, ça fait le je sais pas combienième examen que je passe, j'ai de mal à en pleurer, il y a forcément quelque chose. Il me fait non, je vous assure, vous n'avez rien en fait madame, vous n'avez rien, c'est comme ça. Peut-être que c'est le stress. Peut-être que c'est le stress. Peut-être que c'est le stress qui me met par terre tous les jours, qui me force à aller sous la douche, à me mettre le pommeau d'eau chaude sur le ventre tellement j'ai mal. Le stress, j'ai cru que j'allais péter les plombs. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon. Vas-y. J'ai tout donné, j'ai testé plein de médecins, j'ai passé plein d'examens, j'arrête. Parce que peut-être que, en fait, ils ont raison. Peut-être qu'il y a vraiment rien, peut-être que j'ai vraiment rien. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à douter de moi, où j'ai commencé à douter de ma propre douleur, quoi. Alors que quand je le vivais, j'étais convaincue que c'était pas normal. Enfin, oui, ok, peut-être que les règles, ça peut un petit peu faire mal. Mais plus ça avançait, plus je lisais des choses qui disaient, mais non, c'est pas normal d'avoir mal, en fait. C'est pas normal de devoir prendre des médicaments tout le temps. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il faut comprendre dans ces douleurs menstruelles, c'est que, déjà, bien évidemment, t'as la fatigue mentale. Parce qu'en fait, ça t'épuise et c'est une charge mentale de fou. T'as la fatigue physique, évidemment, parce que t'es littéralement épuisé et que tout ton corps est inflammé, est en alerte tout le temps. T'as la fatigue psychologique, vraiment. C'est pas juste de la charge mentale, c'est toujours ce truc de se dire... en fait, on trouve pas de solution. On trouve pas de solution, je vais avoir mal. Donc, c'est anticiper ces trucs de douleur. Et t'as la fatigue administrative. Parce que trouver des médecins, prendre rendez-vous pour passer des examens, faire suivre à chaque fois ton dossier médical, réexpliquer l'histoire depuis le début, réexpliquer toutes les pilules que l'on t'a données, sachant que en plus de ça, des fois, tu es face à des médecins de la vieille école pour qui l'endométriose, ça n'existe pas ou c'est un truc de fragile. Et encore une fois, en plus, objectivement, qui étaient des maladies bien moins connues il y a 10 ans que maintenant. Donc faire face à tout ça, au bout d'un moment, mais à l'aide. Genre vraiment à l'aide. Sauf que malheureusement, c'est ce que vivent énormément de femmes quand elles sont en attente d'un diagnostic. Et c'est à ce moment-là où on passe à la partie intéressante de l'histoire, parce que j'ai enfin eu le rendez-vous qui a littéralement changé ma vie, en fait. Quand j'arrive à Montbrison, je suis vraiment désespérée par rapport à ça. Surtout que quand j'étais à Fétia, je suis allée voir un gynéco homme, juste pour me faire une ordonnance, je crois, pour renouveler ma pilule, qui m'a dit, mais attendez, si vous voulez, entre guillemets, je peux rejeter un petit coup d'œil, qui m'a fait un toucher vaginal où j'ai eu très très mal. Il a été d'une indélicatesse terrible. Je suis sortie de ce rendez-vous en pleurs, alors que pourtant c'est un gynéco qui m'avait été conseillé, qui était bien pour les sportives. Bon, il n'a pas été bien pour moi, mais peut-être que c'est un bon praticien. Mais en tout cas, moi, c'était un enfer. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne retournerai plus jamais chez un gynéco homme. J'avais jamais fait ça avant. Et je dis pas du tout en plus que les hommes sont des mauvais gynécos. Et j'ai plein de personnes autour de moi qui me disent que justement, parfois les hommes prennent encore plus de précautions et sont pas biaisés par eux ce qu'ils pourraient vivre, entre guillemets. Bref, en tout cas, moi, cette expérience, c'est chez ce gynéco-là, c'était cata.
Donc j'arrive à Montbrison avec ça et vraiment j'en peux plus, mais plus ça va, plus j'ai mal. Enfin vraiment, il faut se dire qu'au fil du temps, les douleurs elles s'intensifient. J'arrive toujours pas à gérer ces problèmes de règles qui du coup sont complètement désorganisés. Là où naturellement elles étaient hyper régulières, bah là du coup maintenant elles le sont plus du tout. Et du coup j'ai mon père et ma sœur qui me disent allez Justine, reprends rendez-vous. Et je dis non, c'est bon, c'est mort. J'ai donné, je suis allée voir tout le monde, j'ai passé je sais pas combien d'examens, c'est mort, j'y vais plus. On me dit toujours la même chose, j'en peux plus. Mon père me dit bah, t'en as déjà passé tellement que t'es plus à un examen près. Donc, trouve quelqu'un, va voir quelqu'un, on va essayer un truc. Et en me renseignant, je tombe sur un centre spécialisé pour les douleurs d'endométriose, qui est la clinique Saint-Joseph-Saint-Luc. Donc, à ce moment-là, on est en août 2023. Et je prends rendez-vous et j'ai un rendez-vous pour décembre 2023. Donc déjà, je me dis, mais regardez, enfin tout pour me décourager. Mon père me dit, mais prends le rendez-vous, c'est pas grave. Prends le rendez-vous, puis on verra plus tard. Et j'arrive à ce fameux rendez-vous et je suis aux anges. Je raconte mon histoire, je suis entendue, je suis écoutée. La personne me dit que visiblement, vu tous mes symptômes, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et on va trouver ce que c'est. Elle me fait un toucher vaginal, elle me demande mon consentement, elle me dit attention, ça va peut-être faire un petit peu mal, attention. Voilà, elle me fait une écho aussi, ça va être froid. Enfin, bref, vraiment à l'écoute et je me dis ah déjà alléluia, je me sens safe. Et surtout, c'est la première personne qui m'explique concrètement ce qu'est l'endométriose. Parce que toutes les personnes que j'avais vues auparavant, bah, comme on essayait plein de choses avant de se dire que peut-être c'était de l'endométriose, et comme sur les imageries on voyait rien, bah, je pense que tous les médecins que j'ai vus, tous les gynécos disaient bon bah c'est pas de l'endométriose, donc c'était pas un sujet quoi. Et c'est la première personne, sans savoir que j'allais avoir de l'endométriose, qui m'a expliqué ce que c'était l'endométriose. Donc rien que pour ça, je me suis dit ok, je suis au bon endroit, j'ai bien fait quoi. Et à un moment, quand elle me fait le toucher vaginal, elle me touche à un endroit et là je crie, genre d'un coup. J'étais hyper gênée, j'ai dû tout de suite faire ça. Je me suis dit mais en fait la honte. Elle me fait ok, désolée, c'est pas grave, vous en faites pas. Enfin je regardais autour de moi, je me suis dit mais est-ce qu'on m'a entendu? Elle me fait vous en faites pas, c'est pas grave, tout va bien. Est-ce que ça va et tout? Je dis oui ça va. Bref, on termine la consultation. Et à ce moment-là, je crois que j'étais sous sa WIS et je lui dis ça me convient plus, j'ai mes règles n'importe quand, etc. Donc elle me rebascule sous la pilule que j'avais avant et qui avait fonctionné pendant plusieurs années, Minidril. Et du coup, elle me dit bon bah on va programmer une IRM avec injection de produits de contraste qu'il faudra aller chercher à la pharmacie, blablabla. Et on programme l'IRM pour dans 3 mois, je crois. Donc là, on était genre début décembre et mon IRM était prévu genre en mars. Donc je me dis ok, encore 3 mois à attendre et tout. Mais au moins, je savais que j'allais avoir un suivi, je savais que on allait rechercher encore une fois et je me sentais bien avec cette personne-là. Et sauf que du coup, pendant ces 3 mois, je change de pilule, mais comme mon problème est toujours le même d'arrêter mes règles, j'ai mes règles pendant ces 3 mois. Non-stop. Quand je vous dis non-stop, c'est j'ai mes règles non-stop. J'ai failli péter les plombs. Alors, les douleurs variaient. J'avais des règles tout le temps. J'avais mes règles tout le temps. Je devais avoir des serviettes sur moi tout le temps. À l'époque, je commençais à utiliser des slips menstruels, des culottes menstruelles. Donc, c'était super. Pour moi, ça révolutionnait la chose. Ah oui, je dis que j'avais des serviettes, mais surtout, je portais à ce moment-là des cups menstruels. Donc, c'était déjà mieux. Mais comme j'avais un flux tellement abondant, j'avais une cup, mais en dessous, j'avais quand même une serviette parce que cette cup, encore une fois, des fois, je devais la changer toutes les heures presque. Enfin, je vous jure, vraiment un flux, hyper abondant. Et il y a vraiment un moment où j'ai failli péter les plombs. Donc, je me suis dit, je vais écrire un message à ma médecin traitant qui est dans ma ville où j'ai grandi. Et je lui envoie un mail pour vous dire à quel point j'étais au bout de ma vie. Ah oui, en parallèle de ça, c'était l'année des 25 ans, on doit faire son premier frottis. Et c'est cette année-là où j'ai fait mon premier frottis qui s'est avéré mauvais. Donc j'ai reçu un courrier avec traces cancérigènes, machin. Bon, sachant que j'ai perdu ma mère d'une récidive d'un cancer du sein, les traumas sont un petit peu là. Donc j'ai appelé mon père en disant wow, dinguerie. Et au final, j'ai passé un autre frottis 1 an après et tout allait bien. Il y avait cette charge-là mentale en plus. Donc pour les filles qui ont eu 25 ans, pensez vraiment à faire votre premier frottis. C'est hyper important.
Et du coup, le 26 janvier 2024, j'envoie un message à mon médecin traitant. Je lui explique ma situation et je lui dis que j'avais un souci avec la pilule précédente, que ça m'a provoqué des crises de douleur semblables à quand j'étais sous Optimisette. Le seul moyen de faire passer ma crise étant d'aller sous la douche en mettant de l'eau bouillante sur mon ventre. Tout était déclencheur de crise, ne rien faire, le début de journée, une fois debout, aller à la selle ou uriner, la faim, le froid, l'arrêt de l'effort physique, bref, l'enfer. Et à ce moment-là, je lui dis, et depuis, j'ai mes règles en permanence et cela va donc faire 1 mois et demi. Ma pratique sportive devient compliquée puisque je souffre et que je me sens faible, et ma santé mentale aussi, puisque je n'en peux plus. Je ne peux juste plus subir ces douleurs et être en permanence indisposée. Vraiment, ces menstruations me pourrissent la vie. Je vais aller chez le médecin pour qu'il me prescrive une prise de sang, mais à part ça, je vous avoue que je ne sais plus quoi faire. Désolée pour toutes ces informations d'un coup, merci d'avance pour votre retour. Et cette médecin était géniale, donc elle m'a répondu, elle m'a rassurée, voilà, elle m'a dit qu'on allait trouver, etc. Et je pense que vraiment à ce moment-là, ma santé mentale, j'étais à bout. Je sais pas si j'ai les larmes qui viennent, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que d'avoir ces menstruations pendant 3 mois non-stop, de faire 2 entraînements par jour, d'être littéralement épuisée, de pas avoir la force de bien se faire à manger parce que t'as mal tout le temps, parce que tu prends des anti-inflammatoires tout le temps. Genre vraiment, c'était un enfer. Bref, je souffre pendant 3 mois et arrive le moment du rendez-vous où je passe l'examen, donc encore un état de vulnérabilité plus. Il faut se rentrer ce produit de contraste dans le vagin et tout, enfin vraiment pas agréable du tout. Et puis à la fin, on te donne une couche parce que le produit, il faut bien qu'il ressorte. Enfin bon, bref. Et vraiment, je m'en souviens très bien parce que j'ai ce mélange de stress, ce mélange un peu d'excitation et d'espoir parce que j'y crois encore, même si j'ai pas envie d'y aller, même si j'en ai marre de tous ces rendez-vous, j'y crois. Le feeling est bien passé et je me dis, c'est vraiment ma dernière chance. Si on trouve rien, je suis condamnée à vivre avec ces douleurs-là et je m'étais pas totalement fait une raison si j'avais un peu d'espoir, mais vraiment j'étais au bout. J'étais encore une fois toute seule dans une ville loin de chez moi. J'ai dû faire plus d'1 heure de voiture pour y aller, plus d'1 heure de voiture pour rentrer, enfin bref. Et à la fin de l'examen, je demande, mais du coup je vais avoir le résultat quand? Elle me fait, vous allez en salle d'attente, vous en faites pas, le médecin va venir vous voir et on va vous donner les résultats. Donc je me dis, au moins c'est bon, j'ai pas encore des semaines et des semaines à attendre, je vais être fixée tout de suite. Et même pas 20 minutes plus tard, le médecin vient me voir en salle d'attente et me dit de la suivre et elle me demande comment ça va, elle me demande si ça s'est bien passé et tout. Et elle me dit, écoutez madame, j'ai une bonne nouvelle, on a trouvé quelque chose, on sait ce que vous avez de l'endométriose. Et là, bien évidemment, je fonds en larmes. Je lui dis, c'est vrai. Elle me fait, oui. Elle me tient en même temps les mouchoirs en même temps. Elle me fait, oui. Vous avez de l'endométriose. C'était pas dans votre tête. Et là, j'ai vraiment eu la validation d'années de... souffrance et de solitude et de détresse où voilà quoi. Enfin... quelqu'un légitimait enfin mes douleurs, quoi. Donc c'était trop bien. Et en fait, elle m'expliquait que... en gros, elle m'a dit que j'avais de l'endométriose, mais ce qui était bien, c'est que j'en avais pas beaucoup, que c'était très localisé et que pour l'instant, ça servait à rien de prévoir une opération, que j'en avais sur un ligament à un endroit, enfin bref. Et elle m'a dit, c'est pour ça que quand il y a eu le toucher vaginal de ma collègue, vous avez crié à un moment, c'est ce qu'elle m'a dit sur son compte rendu, c'est parce qu'en fait, elle a touché sur la zone où vous aviez le plus d'endométriose, quoi. Et elle m'a dit, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que vous avez un bon stock de follicules. Donc, il faut savoir que l'endométriose, ça peut être une maladie qui pose problème lorsqu'on veut procréer de manière naturelle. J'ai des femmes autour de moi qui ont eu ce souci-là. Et je connaissais l'importance de ça. Et du coup, j'ai eu ce petit soulagement aussi... de ce côté-là, il y a des personnes qui ont tellement mal à cause de maladies endométriose ou autres, qu'on met en ménopause précoce. Et donc voilà, moi j'avais ce truc de mon stock de follicules et même plus que normal, je crois, il n'était pas juste normal, il était vraiment bon. Donc c'était top. Et je suis sortie de là un peu perdue
un peu comme si c'était une nouvelle vie qui commençait. Et la première personne que j'ai appelée, évidemment, c'était ma sœur. Et j'ai pleuré au téléphone et elle m'a dit mais Justine, c'est super, tu te rends pas compte, on sait, maintenant on sait. Et surtout, elle m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué. Et elle m'a dit, t'avais raison depuis tout ce temps. T'avais raison de croire qu'il y avait un truc... Waouh, je pensais même pas que ça allait m'émouvoir à ce point. Et elle me dit, ouais, t'avais raison de croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et ça m'a fait du bien. Elle a insisté sur le fait de justement ce stock de follicules et que maintenant on allait pouvoir trouver un traitement. Et donc voilà comment j'ai su que j'étais bien atteinte d'endométriose et que j'étais pas la folle du bus en fait. L'endométriose, concrètement, c'est quoi? Parce que c'est quand même important de le dire, et j'ai ma petite définition. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique dans laquelle un tissu semblable à celui qui tapisse normalement l'utérus se développe en dehors de l'utérus. Cela peut provoquer des douleurs très importantes, des saignements abondants, des troubles digestifs, urinaires ou parfois des difficultés à concevoir. J'ai fait il n'y a pas si longtemps une interview où on parlait justement avec une autre personne qui souffrait d'endométriose de la maladie et elle avait une très bonne image, je crois qu'il lui venait d'un médecin, où c'est vraiment un peu l'image des mauvaises herbes. L'endométriose, c'est vraiment les mauvaises herbes qui viennent se foutre un peu partout et que plus ça va, plus il y en a, donc plus c'est difficile à enlever. Et ça peut vraiment aller partout. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que l'endométriose, ce n'est pas une maladie gynécologique. L'endométriose, c'est vraiment une maladie chronique, inflammatoire, parce qu'en fait, on peut avoir de l'endométriose sur l'œsophage, sur le côlon, on peut même en avoir parfois sur les poumons. On peut vraiment en avoir partout. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est ce que le médecin m'avait dit à ce moment-là, c'est que c'est pas parce qu'on a peu d'endométriose qu'on a peu de douleurs, et c'est pas parce qu'on a beaucoup d'endométriose qu'on a beaucoup de douleurs. Il y a des personnes qui ont de l'endométriose et qui n'ont pas de douleur. Donc elles ne savent même pas qu'elles souffrent d'endométriose. Et il y a des personnes qui en ont un tout petit peu et qui ont des douleurs énormes. Il y a de l'endométriose superficielle, il y a de l'endométriose profonde, enfin bon bref. En vrai, c'est plein de détails et personne ne saura mieux en parler qu'un médecin, mais au moins j'y voyais beaucoup plus clair et j'avais enfin ce fichu diagnostic. J'étais bien atteinte d'endométriose. Pour vous donner un peu une idée des symptômes de l'endométriose, il faut bien comprendre que l'endométriose, c'est pas juste des douleurs pendant les règles, c'est des douleurs tout le temps. Moi, dans mon quotidien, à ce moment-là, et même avant, il n'y a pas un jour où j'ai pas mal en fait. J'ai toujours mal au ventre et t'apprends à vivre avec ce mal de ventre qui est toujours un peu un mal de ventre de fond, qui est toujours là, que t'arrives un peu à gérer, mais t'as toujours mal en vrai. Comme je vous disais, la fatigue pour moi c'est ce qui était le plus difficile à gérer. En plus de ça, on ajoute le fait d'être sportif professionnel. Les problèmes urinaires, il faut en parler. Le nombre de prises de sang et de analyses urinaires que j'ai faites, parce qu'il y a vraiment une période, à Montbrison notamment, où je faisais infection urinaire sur infection urinaire. Mais en fait, ce n'était pas des infections urinaires. À chaque fois, je passais les examens et on me disait, vous n'avez pas d'infection urinaire. J'ai passé des dépistages pour voir si j'avais des IST et tout ça. Tout était tout le temps négatif, mais j'avais toujours des problèmes urinaires. Et en plus de ça, l'endométriose peut provoquer des problèmes de vessie. Alors, si je comprends bien, ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Moi de base, j'ai une capacité à gérer ma vessie qui est cata. Genre vraiment, j'ai vraiment ce truc dans mon cerveau que j'ai l'impression que mon corps me prévient que j'ai envie de faire pipi au dernier moment. Quand vraiment c'est une histoire de, il faut y aller dans les 5 prochaines minutes, sinon je retiens plus rien. Bon, il faut aussi que je fasse une rééducation du périnée parce que les sports d'appui comme le basket, ça n'aide pas forcément. Mais voilà en gros. Et j'ai appris, il n'y a pas si longtemps, qu'en fait, ça, c'était un problème aussi bien répandu chez les femmes qui avaient de l'endométriose. Il y a un peu ce truc de contraction de manière générale, et du coup, ta vessie qui se contracte. Et des fois, j'ai vraiment envie de faire pipi alors que je veux faire 3 gouttes. Donc c'est assez problématique et ça c'est un vrai sujet et malheureusement c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup pourri la vie. L'année dernière je suis allée en interrail pendant les vacances et du coup on passait pratiquement nos journées hors de chez nous et donc il y a toujours ce truc de trouver des toilettes, savoir où il y a des toilettes, avoir de la monnaie parce qu'en fait peut-être que en 2 secondes je vais avoir envie de faire pipi, mais quand je vous dis c'est en 2 secondes, c'est en 2 secondes.
Et c'est très compliqué. Là, je revois un moment, un déplacement là que j'ai fait il y a quelques mois où on prend la route. Évidemment, donc à chaque fois que je peux faire pipi, je vais faire pipi et je fais ces pipis de précaution. Mais du coup, c'est pas la bonne chose à faire. Mais je l'ai fait parce que je suis dans un minibus et je vais pas faire arrêter le minibus quand on part en déplacement à chaque fois que j'ai envie de faire pipi. Et du coup, je fais un pipi de précaution et genre vraiment 1 heure après, je me dis non, ça va pas. Il faut que je fasse pipi. Sauf que on va pas s'arrêter toutes les heures. Et je dis à mon coach, je suis désolée, mais il va falloir faire pipi. Il me fait, mais non, c'est vrai, t'abuses et tout. Et tout est bien qui finit bien. J'ai réussi à me retenir et voilà, mais c'est vraiment très très compliqué, ces problèmes urinaires. Il y a aussi les problèmes, alors ça c'est quelque chose de un peu plus personnel. J'étais persuadée d'avoir de l'endométriose sur le côlon ou sur le gros intestin parce que quand je vais à la selle, j'avais des douleurs, mais bref, je vais pas vous faire de dessin, mais vraiment limite à m'accrocher au mur et à pleurer. Et quand je savais que j'avais mes règles, je savais que aller à la selle allait être un cauchemar. Mais quand je vous dis un cauchemar, c'est un cauchemar de douleur. Et en plus de ça, quand tu as de l'endométriose, tu peux osciller entre des périodes de constipation, des périodes de diarrhée, des périodes de constipation, etc. Enfin, je vous fais pas de dessin. En vrai, c'est un enfer. Voilà, tout simplement. Il y a également les dyspareunies. Les dyspareunies, c'est quoi? C'est des douleurs pendant les rapports. Et ça, c'est quelque chose de, mine de rien, très, très, très handicapant. Il y a un peu ce truc de... Oui, mais en fait, tu sais que tu vas avoir mal. Oui, mais du coup, t'as pas forcément envie. Oui, mais du coup, t'as encore plus mal parce que tu sais que tu vas avoir mal. Et c'est un peu un cercle vicieux duquel il faut réussir à se déconditionner. Alors, moi, je pense avoir bien réussi, mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui, du coup, souffrent de vaginisme, etc. Donc, si ça vous arrive, n'hésitez pas à aller voir des professionnels de santé. Ça peut vraiment aider. Il y a les irritations cutanées, évidemment, parce que quand je vous dis que j'ai eu mes règles pendant 3 mois non-stop, et surtout des périodes où j'ai eu mes règles tout le temps, ok, j'ai mes culottes menstruelles, c'est bien, mais des culottes menstruelles, j'en ai pas 30. Donc, quand t'as 3 culottes menstruelles, mais qu'en fait t'as tes règles non-stop, tu dois faire des lessives tout le temps. Donc, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, tu utilises la cup. Donc, parfois, moi, ça me provoquait des douleurs quand j'avais un flux moins important. Du coup, tu mais des serviettes parce qu'au bout d'un moment, en fait, flemme d'avoir cette charge mentale de t'occuper de tes culottes, de laver ta cup, d'aller aux toilettes où c'est dégueulasse, où faut que tu rinces ta cup et tout ça. Donc, bref, et évidemment, toutes les irritations cutanées. Je vous dis, c'est vraiment un melting pot terrible. Genre vraiment, je n'ai pas d'autres mots, c'était terrible. Donc tout ça, ça te provoque une charge mentale plus. Et j'ai noté aussi kit de survie parce que du coup, au fil des années, j'ai pu développer mon propre kit de survie. C'était une petite sacoche avec laquelle je me déplaçais tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est-à-dire que j'allais en déplacement, je prenais cette sacoche. Je partais en week-end, ne serait-ce que 2 jours ou 3 jours quelque part, j'avais cette sacoche, même si j'avais pas mes règles. Et dans tous les éléments qui m'aident pour survivre à mes règles ou à mes douleurs menstruelles, y a évidemment des médicaments, donc l'Antadis notamment. J'avais des patchs au CBD, un baume au CBD de Le Lab de Lando. Bref, j'avais des tisanes, j'avais ma bouillotte évidemment. Et surtout, j'ai découvert quand j'étais à Montbrison un appareil qui s'appelle Luna. Lunaa, où c'est une ceinture un peu d'électrostimulation qui utilise la technologie TENS, et c'est vraiment une ceinture qui m'a sauvé la vie. Ça veut dire que quand j'avais une crise, je la mettais sur mon ventre, j'attendais à aller vraiment 2-3 minutes, ça fait des cycles de 10 minutes et vraiment ça me sauve la vie. Et ça m'a permis surtout d'avoir une solution non médicamenteuse pour soulager mes douleurs. Et quand tu prends de l'Antadis depuis des années, quand tu prends des hormones depuis que tu as littéralement 14 piges, avoir une solution qui te permet de te faire du bien sans ingérer des trucs avec des effets secondaires de fou, ça change la vie. Donc si vous avez 90 € à dépenser, si vous avez plus de 16 ans et si vous avez des douleurs menstruelles, vraiment renseignez-vous. Il y a d'autres marques qui font ça. Moi, elle m'avait été envoyée gratuitement dans le cadre d'un partenariat et depuis, je fais ma propagande. Voilà, tout simplement. Et aussi, ce que j'oubliais de dire, c'est que dans le fait de prendre des hormones en continu, il y a toujours ce truc de, en vrai, après des années de vie en tant qu'adulte, je ne sais pas comment mon corps fonctionne sans hormones. Puisque j'ai 28 ans, je suis encore sous pilule et la première chose que je fais quand j'arrête le basket, c'est d'arrêter cette fichue pilule. C'est un truc qui m'a vraiment posé problème ces dernières années parce que de nombreuses fois, je suis allée voir les médecins en disant écoutez, dans tous les cas, ça fonctionne pas. Donc, quitte à avoir mal, autant ne pas prendre d'hormones et autant souffrir. Et tous les médecins, quand je vous dis tous les médecins m'ont dit non, c'est pas une bonne idée. Je pense que vous oubliez à quel point vous avez mal.
on peut essayer, mais je pense que vous allez le regretter. Ils ont un peu tout fait pour m'en dissuader, et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'a un peu posé problème, parce que j'ai un peu eu l'impression que ma volonté était pas trop respectée, quoi. Peut-être que je m'en serais mordu les doigts, et peut-être que je les aurais rappelés 3 mois plus tard en leur disant « Écoutez, non, faut faire quelque chose, j'ai trop mal », mais peut-être pas. Et peut-être que ça m'aurait évité de tester encore une fois plein de pilules qui dans tous les cas n'ont pas fonctionné. Donc ça c'est pas terrible, mais même concernant la libido, concernant plein de choses, concernant mes humeurs, etc. Je ne sais pas ce qui est de moi, Justine, ou ce qui est de mes hormones, ou de mon SPM, ou de... Je ne sais pas. Et sinon, j'ai noté 2 autres choses, c'est la crainte de sortir de chez soi et la peur du jugement des autres. La crainte de sortir de chez soi, c'est qu'en fait, ça te matrixe tellement et t'as tellement mal tout le temps que tu te dis, mais ça se trouve, je vais sortir de chez moi, il faut que j'ai ma ceinture, il faut que j'ai mes médicaments, parce qu'à tout moment, j'ai une crise. Et ma pote m'a vu une fois un matin, quand je jouais quand on a joué contre Toulouse, je crois, à Toulouse, quand on était à Montbrison. Un matin, je me réveille et je lui dis ça va pas. Elle me dit mais je peux faire quelque chose pour toi. Je lui dis non, juste là je sens que la crise elle arrive, je sais pas quoi faire. Et pour vous imaginer un peu une crise, la crise c'est je sens que j'ai la douleur qui monte et en l'espace de 2 secondes, littéralement, je suis en transpiration énorme partout. Mais je transpire comme si j'avais vraiment couru un marathon. Il faut que j'aille sous la douche immédiatement, me mettre de l'eau chaude sur le ventre. Maintenant, j'ai cette ceinture qui m'aide quand même. Et dès que je sens que la crise peut potentiellement arriver, je la mets en prévention et ça fonctionne aussi très souvent. Dans les cas les plus cata, je suis au sol, quoi. Et je me rappelle une fois d'un entraînement à Montbrison où j'arrive à l'entraînement, je sens que la crise elle arrive, je pars de chez moi, je sens que la crise elle arrive. Et où je m'allonge par terre et je dis à la coach, faut me laisser 15 minutes. Dans 15 minutes, ça ira mieux. Mais là, ça va pas, je peux pas bouger, je transpire. Donc c'est quand même très compliqué. Et vraiment, cette fois-là, Emma, elle était là, mais je suis désolée, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je peux faire. Je dis, non, t'inquiète, ça va passer. Il y a rien à faire, donc à préparer mes affaires et tout. Enfin, bref. Un enfer. Donc il y a cette charge mentale de se dire, mais j'espère que je vais pas avoir de crise. Et il y a en plus de ça, ce truc de... les gens sont pas toujours les plus safe autour de toi. Il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas ça, qui ne veulent pas entendre parler de ça, même des femmes, de qui c'est tabou. Et c'est un sujet tabou, qu'on le veuille ou non, les menstruations, c'est un sujet tabou. Donc dire que tu ne peux pas fonctionner parce que t'as trop mal, j'avais vraiment peur qu'on me dise, mais en fait, Justine, t'es pas dure ou mal, prends sur toi, fais un effort. Donc plus ça va et plus moins tu vois de monde, plus tu restes chez toi. Et c'est vraiment quelque chose qui peut isoler. Genre vraiment beaucoup, je pense. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vis toujours avec mon endométriose. J'ai pas de fin miraculeuse à vous raconter. J'ai enfin un nom à mettre sur des années de souffrance et j'apprends encore tous les jours à vivre avec cette maladie en vrai. J'ai la chance maintenant d'être sous la pilule Misolfa qui fonctionne bien, qui malheureusement n'est pas remboursée et ça aussi c'est un sujet. Parce que tous ces examens-là, ça dépend de votre mutuelle, mais tous ces examens ne sont pas forcément très bien remboursés. Et surtout, j'ai été plus d'une fois mise sous des pilules qui n'étaient pas remboursées. Moi, je dois prendre ma pilule en continu. Du coup, j'enchaîne les 3 plaquettes, puis je rachète une boîte, puis j'enchaîne les 3 plaquettes, etc., etc. Tout ça pour dire que c'est le moment de passer mon coup de gueule, puisque j'en ai marre d'aller dans une pharmacie et de payer cette pilule 35 € et d'aller dans d'autres pharmacies et de la payer 45 €. J'ai de la chance, j'ai les moyens, je peux me payer cette pilule, mais encore une fois, ce n'est pas normal d'avoir à payer pour quelque chose qu'on me prescrit pour ma santé. Genre vraiment, et qui est littéralement pas d'une question de vie ou de mort, mais qui est une question de santé, quoi. Déjà, quand tu es une personne précaire qui ne peut pas s'acheter de protection menstruelle, et il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, je peux vous dire que quand j'ai eu mes règles pendant 3 mois, des serviettes à 3 €, 4 € le paquet, t'achètes les plus délicates, les plus douces, parce qu'en plus de ça, t'es irrité comme pas possible. J'ai dépensé des budgets dans essayer des solutions, dans acheter des baumes, dans essayer des huiles au CBD, dans des montants.
C'est lunaire de chez lunaire. Donc c'est mon petit coup de gueule, même si j'en ai discuté l'autre jour avec une pote qui est préparatrice en pharmacie et qui dit mais en fait le prix ça dépend aussi des stocks que tu fais dans la pharmacie. Donc c'est pas se faire de l'argent sur le dos des malades. Oui, j'entends le point de vue des pharmaciens, mais comprenez aussi le point de vue des consommateurs et des consommatrices qui se disent en fait 10 € d'écart, c'est beaucoup. Donc voilà, je vais absolument rien faire pour changer ça. Mais s'il vous plaît, les pharmacies, peut-être vous faites pas trop d'argent sur le dos des personnes malades. Je dis ça comme ça. Mais évidemment, il y a des personnes qui ont d'autres maladies, etc., qui sont littéralement des questions de vie ou de mort et qui subissent les mêmes choses. Bref, c'est un vrai sujet, la santé publique, la santé en France, même si on est très bien lotis, et je le dis, on a beaucoup de chance, moi j'ai beaucoup de chance de vivre en France, d'avoir la nationalité, on a beaucoup de chance d'être là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui pourraient être améliorées, et ça, je pense que c'en est une. Et ce n'est pas mon taf, moi, en tant que malade, de faire un benchmark de toutes les pharmacies pour voir laquelle est la meilleure et où je paierai ma pilule la moins chère. Bref, petite parenthèse fermée, voilà. Et quand je suis arrivée à Toulouse l'année dernière, j'avais toujours un peu de douleur, mais ma pilule continuait de fonctionner. Et à un moment, je suis allée voir un gynéco parce que j'ai commencé à avoir des crises qui n'étaient pas exactement des douleurs de règles. Je pense que les personnes qui ont des douleurs de règles comprendront. Il y a vraiment le mal de ventre des douleurs de règles et il y a les autres maux de ventre, quoi. Et moi, j'ai l'impression que c'était pas un mal de ventre de douleurs de règles. Mais je suis quand même allée voir un gynéco qui a été encore une fois détestable. Et en sortant, la première chose que j'ai faite, c'est d'envoyer un vocal à ma sœur en disant « Je viens d'aller chez un gynéco homme, c'était encore une fois horrible, la dernière fois c'était horrible, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller chez ce mec-là ?» Et évidemment, c'était un mec qu'on m'avait conseillé, un docteur qu'on m'avait conseillé, parce que, encore une fois, il était bien pour les sportifs, blablabla. Bref, horrible. Mais ce gynéco a eu la présence d'esprit de me dire « Écoutez, vous n'avez pas beaucoup d'endométriose. » Bon, lui, clairement, il faisait partie des médecins qui, je pense, voyaient arriver une personne en disant j'ai de l'endométriose, alors que j'avais tout mon dossier. Je suis hyper carrée et tout. Oui, bon, vous en avez pas beaucoup quand même. Donc c'est comme ça qu'il te parle. Bon, bref, vous avez l'image. Et il me dit, par contre, les problèmes dont vous me parlez, les crises et tout ça, peut-être qu'il faudrait aller voir un gastro. Bon, je vous fais une ordonnance, vous voyez ça avec un gastro, puis vous me dites quoi. Et là, j'ai eu le privilège d'être la joueuse professionnelle de basket. Et j'avoue, j'ai pas hésité à l'utiliser parce que des fois, il faut profiter de ces privilèges. Et du coup, j'ai appelé un gastro et j'ai dit, c'est quand même assez urgent. Je suis basketteuse professionnelle. Là, les crises. Et vraiment, quand je vous dis j'avais des crises, c'est que j'en avais plusieurs fois par semaine. Et à Nice, à la fin du match, je commence à manger. Je dis, là, ça va pas. Même avant le match, j'avais un petit peu mal et tout. Et là, je dis à ma pote, va prendre ma ceinture et tout. Et je suis pliée en deux et je me mets à pleurer. On vient de gagner. Et je me rappelle de mon coach qui me dit, ah, mais c'est ça. Quand tu dis que t'as des crises, c'est ça. Mais t'as ça quand, tous les combien? Je lui dis, 1 à 2 fois par semaine. Il me fait, mais non, mais c'est pas possible et tout. Et c'est là où je pense que tout le monde a compris que je simulais pas et à quel point j'avais mal, en fait. Bref, je suis allée voir ce gastro et ce gastro m'a suspecté la maladie de Crohn. Donc j'ai passé les examens, j'ai passé une coloscopie. Là, mon monde, encore une fois, s'est effondré en disant mais en fait j'ai la maladie de Crohn. Alors j'ai ma pharmacienne qui m'a vraiment rassurée en me disant maintenant c'est pas les mêmes choses qu'avant. C'est beaucoup plus facile de suivre un traitement, ça impacte beaucoup moins ta vie qu'avant, etc., etc. Au final, le gastro qui m'opère, qui était génial, mais pour le coup, un praticien, mais génial, qui m'a tout expliqué, qui a pris le temps, mais la crème de la crème, qui me voit avant la coloscopie et qui me dit on va pas se mentir, il y a de grandes chances que ce soit la maladie de Crohn. J'ai dit ah ok. Et en salle de réveil, qui me dit écoutez, je suis bien embêtée. On n'a rien trouvé. Mais par contre, on a trouvé une bactérie. Il va falloir que vous preniez un traitement, mais vous n'avez pas la maladie de Crohn. Donc, c'est bien, mais ça veut dire qu'il va falloir chercher plus loin. Et dans ce traitement, pour vaincre cette bactérie, c'était un traitement à prendre sans lactose. Donc, ça veut dire que aucun lactose, donc pas de fromage, pas de laitage, pas de yaourt, etc. Je n'ai pas eu une crise pendant toute la durée de ce traitement. À la suite de ça, j'ai fait des tests d'intolérance au lactose, un test
l'hélium, je crois, je sais plus. Et il s'est avéré que j'étais intolérante au lactose. Donc il y a aussi ça qui a dû jouer, qui n'était probablement pas présent depuis des années, mais qui a aussi impacté toutes ces douleurs. Et il faut savoir que la maladie de Crohn et l'endométriose ont beaucoup de symptômes similaires. Et c'est le cas de pas mal de maladies gastro qui sont pas forcément faciles à détecter, le syndrome de l'intestin irritable, etc., etc. Et je me dis qu'après tant d'années d'errance médicale, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit d'aller voir un gastro. Alors que quand même, bon, on est pratiquement sur la même zone, quoi. Donc il y a l'endométriose qui joue, il y a l'intolérance au lactose qui joue aussi, que maintenant j'arrive à bien gérer et que du coup maintenant je suis condamnée à ne plus boire de lactose alors que j'adorais le lait. Donc je me ruine désormais à cause de ma pilule non remboursée et à cause des laits végétaux et des yaourts végétaux, mais bon bref. Et du coup maintenant la plupart des maux de ventre que j'ai, je sais que c'est lié à l'endométriose et que c'est des maux de ventre vraiment d'endométriose, mais ce côté intolérance au lactose a réglé beaucoup de choses. Voilà. Ma conclusion de tout ça, c'est quoi ? Si vous écoutez ce podcast et que vous souffrez de vos douleurs menstruelles au point de ne pas aller en cours, de ne pas aller au travail, de devoir prendre des médicaments tout le temps, c'est pas normal. Vraiment, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de pleurer à chaque fois que vous avez vos règles, c'était mon cas. Ce n'est pas normal de pleurer quand vous allez à la selle, c'était mon cas. Ce n'est pas normal de vomir, de tomber dans les pommes, d'être plié en deux, ce n'est pas normal. Mon message, c'est ne laissez personne vous convaincre que c'est dans votre tête. Vraiment. Il existe plein de maladies méconnues, ça peut être le SOPK. Alors maintenant, ça a changé de nom, je crois que je l'ai noté. Ça s'appelle le SMOP, le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien, l'adénomiose, etc. Donc ça ne veut pas forcément dire que si vous avez des douleurs de règles, vous souffrez d'endométriose, mais il y a plein de choses à rechercher et plein de maladies possibles. Et peut-être que c'en est aucune, et c'est ce que j'espère pour vous, mais vraiment, c'est pas normal d'avoir mal. Et l'autre message que je voudrais faire passer, et c'est vraiment le message que je fais passer tout le temps, c'est prenez votre santé en main. Malheureusement, je sais ce que c'est que les problèmes de santé. Ma mère a eu un cancer du sein, elle a fait une récidive, elle est malheureusement décédée de cette récidive. Mon père a eu un cancer, il a actuellement un cancer qu'on a décelé il y a un petit peu moins d'1 an. Il a un deuxième cancer qu'on a décelé il y a quelques mois. Si vous ne prenez pas les rendez-vous médicaux, si vous ne prenez pas soin de votre santé, si vous ne faites pas les efforts, et je sais que c'est beaucoup, et je sais à quel point c'est difficile, et je sais à quel point c'est pas normal d'avoir ces errances médicales-là, mais si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera. Vraiment, personne ne le fera. Votre copain, votre meuf auront beau être aussi compréhensifs ou compréhensifs qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas gérer tout ça à votre place. Vos amis, vos parents, c'est vraiment à vous de prendre votre santé en main, c'est vraiment à vous de poser les questions, c'est vraiment à vous de faire les recherches. Oui, ce n'est pas normal, mais vous le devez à vous-même. Et c'est là où je m'en veux, c'est un peu ce truc d'avoir baissé les bras et d'avoir douté de moi et d'avoir baissé les bras et d'en avoir eu marre, mais c'est normal et on est beaucoup à passer par là. Mais il y a un moment où je me suis dit que je méritais de souffrir toute ma vie, mais que il fallait que je me fasse une raison. Ne vous faites pas une raison sur votre santé. Vraiment, demandez. Et s'il faut en voir 10, vous en verrez 10. Et s'il faut en voir 20, vous en verrez 20. Et s'il faut voir 50 médecins passer sans examen, vous le ferez. Vraiment, faites-vous-en la promesse. Prenez votre santé en main. Et je profite quand même de ce podcast pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidée. Mon papa, qui a été d'un soutien sans faille, parce que mine de rien, c'est des problèmes aussi que j'ai dû gérer quand ma maman était plus là. D'où l'intérêt d'avoir des hommes capables qu'aucun tabou à parler de règles. Voilà, merci à ma sœur, merci à mes frères, merci à tout mon entourage, merci à mon copain, merci à mes amis qui m'ont jamais fait sentir de trop, qui m'ont jamais reproché de me reposer parce que j'étais trop fatiguée, etc., parce que c'était trop dur. Je vais rechialer, donc on va vite fermer ce chapitre-là. Mais merci à toutes les personnes autour de moi qui se sont souciées de ma santé et qui m'ont poussée à pas baisser les bras quand je les avais un petit peu trop baissés, quoi. Et à toutes les personnes menstruées, vous n'êtes pas seules et on vous croit. En tout cas, moi, je vous crois et je vous assure qu'il y a plein de personnes qui vous croient. C'est pas dans votre tête.
PS, petit truc à rajouter, j'ai fait un article avec Ouest France intitulé « L'endométriose doit concerner tout le monde » qui est sorti il y a quelques semaines pour la journée internationale de lutte contre l'endométriose. C'est un article qui a été écrit par Morgane Huguin, je pense qu'on dit Huguin, et Léa Dridi. Et j'étais avec Alice Margelly, qui est une autre sportive professionnelle, de Normandie. C'est un article qui a été fait par Ouest France et je vous mettrai le lien de l'article en description si jamais ça vous intéresse. Et vous pourrez aussi le retrouver sur le compte de mon podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été un peu long. C'est un épisode qui me tenait vraiment à cœur. C'est un épisode aussi que vous m'avez demandé quand j'ai demandé l'autre jour sur Instagram quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager cet épisode, peut-être encore plus que les autres, parce que ça me tient vraiment à cœur et parce que ça touche à la santé, en fait. Donc c'est important et voilà, je pense qu'il y a plein de messages qui peuvent être intéressants. Et oui, le message final, c'est que on trouve. En tout cas, moi, j'ai fini par trouver. Il y a plein de gens qui finissent par trouver. Et j'espère que vous ne serez pas parmi les malchanceux qui ne trouveront jamais de quoi ils souffrent. Mais il y a plein de personnes qui trouvent, donc vraiment, ça en vaut la peine. Il y a de l'espoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser 5 étoiles et surtout à en parler autour de vous. Vous pouvez me suivre sur @lacauserie_podcast et sur @SLRDJustine. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bisous!